Le handball est fantastique, la voix enthousiastique et un peu enrouée, excuse-moi, j'aurais dû checker l'état de ma gorge avant d'appuyer sur le bouton. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va être sujet à la question de la preview. Oui, c'est une vidéo preview du quart de finale à venir pour l'équipe de France féminine de handball qui va affronter l'Allemagne demain. Alors demain, je te dis ça parce qu'au moment où je te tourne cette vidéo, nous sommes le lundi, la veille de ce quart de finale. Et ce quart de finale a lieu un mardi, le mardi 6 août 2024. À 13h30 va être donné le coup d'envoi du quart de finale olympique, le match France-Allemagne, avec notamment un public de fou, 28 000 personnes attendues au stade Pierre-Mauroy de Lille, Villeneuve-d'Ascq. Ça va être un énorme moment de handball. Je ne sais pas s'il y a eu déjà autant de monde pour assister à un match de handball féminin, en tout cas pour l'équipe nationale, ça risque d'être une première. Je vais faire mes recherches d'ici là et je te dirai exactement ce qu'il en est. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va vivre un énorme moment de sport, un énorme moment de sport féminin et surtout le handball qui se trouve maintenant être au centre de l'attention. Alors, cette vidéo, c'est une vidéo de preview pour annoncer un petit peu cette quart de finale, te la présenter, cette rencontre notamment qui va se dérouler donc pour l'équipe de France féminine contre l'Allemagne. Plusieurs parties. Donc une première séquence dans cette vidéo, on va aller s'attarder un petit peu sur l'équipe d'Allemagne, voir son parcours, voir ce qu'elle a fait, puis voir le parcours de l'équipe de France, c'est ce que j'appelle la séquence Iago, et ainsi que les impressions laissées par les deux équipes lors de la phase préliminaire qui s'est déroulée à Paris au hall 6 de la porte de Versailles. Dans une deuxième séquence, on va entrer davantage dans la tactique d'Olivier Crumbles, le sélectionneur de l'équipe de France féminine, et voir justement qu'est-ce qu'il compte faire avec notamment cette équipe et surtout comment est structurée, comment est organisée l'équipe de France sur le terrain au niveau des joueuses, mais aussi dans le staff et aux alentours. On va venir à la question du money time, à savoir qu'on va poser une question, on va dire un petit peu glaciale, pour pouvoir essayer d'apporter des éléments concrets et voir comment le jeu de l'équipe de France peut s'articuler. Enfin, on va focus sur... à la suite plutôt, on va focus sur une des joueuses qui sera considérée comme l'experte de défi. Bon, je t'ai déjà dit ce que c'était, notamment dans les previews du premier tour. L'experte de défi ou l'expert de défi, c'est le frame ultime entre les experts et les femmes de défi. Pour ceux qui suivent l'équipe de France, les équipes de France de handball depuis des années, vous savez très bien de quoi je parle. Les experts, c'est comme ça qu'on appelait la génération Michael Guigou, la génération Daniel Narcisse, Thierry Omeyer, jeune Nicolas Karabatic, Guillaume Gilles à l'époque, vieux, et tout ça, ça c'était la génération des experts, Didier Dinard, big up. Et les femmes de défi, ben là c'est pareil, la même période, la même époque exactement, mais sauf qu'on les appelait les femmes de défi. Tout simplement, dédicace également à Sophie Herbrecht, notamment Alexandra Lacravère, cette époque-là, toute cette génération-là. Je t'invite à te renseigner si tu n'es pas au courant. Ensuite, à la fin, on viendra au futur, le pronostic. Je t'annonce voilà ce qui va se passer. Comme je t'ai annoncé que France-Allemagne allait être le quart de finale de ce tournoi féminin, et je vais t'annoncer le futur, je vais t'annoncer qui va gagner et de combien en plus de ça. Donc voilà, je t'invite à rester jusqu'au bout de la vidéo, tu vas voir, tu vas bien rigoler. On va revenir maintenant à la première séquence. Le Iago est présenté donc l'équipe d'Allemagne qui avance comme quatrième donc du groupe A, le groupe qui était opposé à celui de la France, quatrième et avec un parcours qui est assez chaotique puisque l'équipe d'Allemagne est quatrième du groupe avec 2 points seulement, 136 buts pour, 134 buts contre, quand même une différence de buts positive, mais seulement une victoire pour 4 défaites. La poule de l'Allemagne était assez relevée pour cette équipe, avec notamment en ouverture une défaite contre la Norvège, 30-18, défaite contre le Danemark, 28-27, une victoire en milieu de parcours contre la Slovénie, mais une nette victoire, 41-22, une défaite contre la Suède, 31-28, et une défaite contre la Corée du Sud, c'était en ouverture, pardon, je te dis que contre la Norvège c'était en ouverture, c'était en clôture, pardon, j'ai fait dans l'ordre décroissant. Contre la Corée du Sud, c'était en ouverture, défaite surprenante contre la Corée du Sud lors du premier match, 23-22. 136 buts marqués, 134 buts encaissés, donc ça fait une moyenne d'un peu plus de 27 buts marqués par match et 26 buts encaissés par match en moyenne aussi. Donc cette équipe d'Allemagne nous laisse une impression pas ouf, mais comme tu le sais, les quarts de finale d'un tournoi majeur, la phase finale, les phases d'élimination directe, c'est une autre manière de voir les choses. Là, on était dans une phase de groupe, type championnat, c'est pas du tout la même psychologie. Donc cette équipe d'Allemagne peut quand même surprendre si l'équipe de France n'est pas vigilante, mais quand tu regardes le momentum, un petit peu la dynamique de cette équipe d'Allemagne, il n'y a pas vraiment de quoi avoir peur, pas vraiment de quoi s'offusquer quand on connaît le niveau de l'équipe de France. Toutefois,
quand même, il faut quand même la surveiller parce que si elle en est là, c'est pas par hasard. À surveiller également une joueuse qu'on connaît bien en France qui a joué notamment l'année dernière chez les Dragons de Metz, à Alina Greisels notamment, ainsi que Emily Bulk et Antje Doll qui est la meilleure buteuse de l'équipe. À surveiller, mais très sincèrement, voilà, quoi, il va falloir des arguments concrets, une très très bonne gestion notamment sur la montée sur les bases arrières de l'équipe de France, ainsi que notamment surtout assurer un repli défensif de qualité pour éviter que Chloé Valentini puisse bombarder comme elle a attendu notamment cette position-là, puisque c'est là qu'elle va être observée, hein, si jamais l'équipe d'Allemagne a bien fait son travail de scouting. Mais est-ce que l'équipe d'Allemagne a les qualités pour contrer? Tu vas voir que j'en doute assez fort, mais toutefois, comme je t'ai dit, c'est un quart de finale. 28 000 personnes. Les Allemands ont l'habitude de jouer devant beaucoup de monde puisque le handball est un sport roi et le sport roi en Allemagne. Donc on va quand même se détendre un petit peu. Elles vont pas être forcément chahutées par l'ambiance, mais là ça va se jouer simplement sur une question de niveau des joueuses, le niveau offensif et défensif entre les deux équipes. Et ça, malheureusement, je crains que l'Allemagne ne dispose de pas assez d'arguments pour contrer l'équipe de France. Et cette équipe de France féminine se présente avec un bilan au premier tour de 5 victoires. Le Grand Chelem, 5 victoires en 5 matchs dans cette phase préliminaire. En ouverture, victoire contre la Hongrie 31-28, contre les Pays-Bas 32-28, contre le Brésil 26-20, contre l'Angola 38-24 et contre l'Espagne 32-24. 5 victoires, 159 buts marqués contre 124 buts encaissés, soit presque 32 buts en moyenne marqués, presque 25 buts encaissés par match. L'impression laissée par l'équipe de France féminine, c'est énormément de variété dans le jeu. D'un point de vue de l'attaque, elles peuvent manger sur les différentes dimensions du scoring, à savoir que ce soit au 6 mètres, que ce soit en percée, 6 mètres sur les ailes ou 6 mètres en percée de la part des arrières dans la défense de l'équipe adverse, que ce soit sur les tirs lointains aussi également, et surtout une vision du jeu absolument délicieuse de Tamara Horacek, qui est juste formidable dans ce rôle de maîtresse à jouer forcément, et qui est capable de créer des situations, de créer des tirs, que ce soit pour elle-même ou pour les autres, en annonçant des systèmes et en jaugeant les tempos. Elle est la meilleure. C'est-à-dire simplement quand tu regardes le kung-fu, le but qui est considéré, que ce soit chez les filles comme chez les garçons, le plus beau but du tournoi, c'est le but de Tamara, enfin la passe de Tamara Horacek pour Chloé Valentini sur l'aile, qui se lance en kung-fu juste au-dessus de la zone et qui vient scorer. Voilà quoi, c'était un but absolument magnifique, et cette passe en revers qu'elle fait, je pense qu'il faut énormément de métier, de dextérité, de confiance en sa technique pour pouvoir proposer justement une telle palette. Donc rien que pour ça, l'équipe de France arrive avec des arguments très sérieux face à l'équipe d'Allemagne. Et l'impression qu'elle laisse, donc, c'est de la puissance, parce qu'aussi en même temps en défense, une équipe qui ne prend pas plus de 25 buts en moyenne dans le handball moderne tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est une sacrée performance. Énormément d'amplitude, énormément d'activité dans le secteur central surtout. Vraiment, cette équipe de France est très difficile à prendre, avec notamment, pour commencer le match, dans le secteur défensif, les deux postes 3 que sont Pauletta Fopa et Tamara Horacek. Tamara Horacek défend aussi très bien, en garde notamment en poison pour pouvoir empêcher le pivot de circuler. Elle se débrouille très bien. Pauletta Fopa aussi également capable de monter notamment sur les tireuses arrière opposées. C'est juste magnifique, et des belles compensations. Estelle Zeminko est pas mal non plus en poste 2 aussi en défense, on n'en parle peut-être pas beaucoup aussi, ça c'est juste énorme. Donc voilà qu'on ait des défenseurs comme ça aussi également, qui sont animés pour pouvoir protéger les gardiennes que sont Atadou Sako en numéro 2, en numéro 1 Laura Gloser. Là pour le coup, Laura Gloser qui avait mal démarré sa compétition, mais qui est montée en puissance à partir du 3e match, et je t'avais déjà fait des vidéos débriefs pour t'expliquer tout ça. Et Atadou Sako qui est sorti le temps d'un match pour être remplacé par Cléopâtre Darleux, qu'on connaît tous très bien et qu'on adore, et qui a très bien assuré l'intérim de Atadou. Et donc on peut dire qu'en termes de défense, l'équipe de France, pour l'instant, c'est béton, c'est costaud. La tactique maintenant d'Olivier Crumbles, qu'on va pousser un petit peu plus loin. Déjà, il faudra faire sans Léna Granvaux, qui est out pour ce match-là. Je ne sais pas si elle est out pour le reste de la compétition, mais en tout cas pour le match de l'Allemagne, c'est sûr qu'elle ne sera pas là à cause d'une blessure qu'elle s'est faite à sa main gauche, à l'annulaire, qui va la handicaper. Et maintenant, c'est grâce à Adi qui prend la relève. La tactique d'Olivier Crumbles, ça va être encore une fois d'asseoir sa défense, comme je viens de te parler, de continuer de maintenir la relation entre les joueuses. Et je t'invite à regarder également, je ne sais pas si tu as pu voir les matchs précédents, mais Sébastien Gardiou, qui est l'adjoint
de Olivier Crumbles arrive justement à distiller, voilà le plan de jeu qu'on va faire à la sortie, ou à arriver à apporter des points, des axes qu'Olivier Crumbles peut dire. Ce qui vient dénoter que la hiérarchie du staff et aussi des joueuses au sein de l'équipe de France est huilée, c'est parfait. C'est pas le boxon comme dans l'équipe de France masculine. Chacun est à sa place, c'est-à-dire qu'Olivier Crumbles intervient à un certain niveau pour un discours d'ensemble, notamment en gestion de match pendant les temps morts, et Sébastien Gardillou, l'adjoint, a un rôle de dire voilà, très technique, de dire voilà, comme ça, telle joueuse comme ça, et c'est perçu, et les joueuses font, et les joueuses exécutent. Il n'y a rien de plus beau quand tu es entraîneur que de voir l'exécution d'un système de ce que tu as demandé en sortie de temps mort. Là, tu te dis, ok, c'est bon, j'ai encore mon groupe sous la main, on peut bosser exactement comme il se doit. Et ça, je tiens à le mentionner, la gestion d'Olivier Crumbles, elle est absolument parfaite à ce niveau-là, à tel point qu'elle est considérée comme la meilleure. Et justement, on voit bien une finale entre la France et la Norvège en fin de tournoi pour samedi, en espérant que ce soit le cas. Ça voudrait dire que la France se sera dépassée de l'Allemagne et de son potentiel adversaire en demi-finale. Donc là, on espère pouvoir y être. Mais en tout cas, une gestion de groupe absolument parfaite. Olivier Crumbles qui va tirer sa révérence à l'issue du tournoi. Parfait, respect absolu. Au même rang que Daniel Costantini et que, que Claude Onesta pour les garçons. Olivier Crumbles, c'est le panthéon du handball français. Donc là, en tout cas, au niveau féminin, il aura bien sûr apporté exceptionnel tout ce qu'il aura fait. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les questions un peu plus critiques. Le money time. Alors, je me suis noté comment gérer le poste d'arrière droite, sachant que Laura Flip est la seule qui peut tenir le poste, et Laura Flip ne fait pas partie des joueuses qui ont vraiment, enfin, à mon regard, à mon œil, c'est pas du côté de Laura Flip qui est venu tous les dangers. Maintenant, Laura Flip reste la seule arrière gauche en équipe de France, gauchère. Arrière droite, pardon, gauchère. En sachant que pour le backup de Laura Flip, c'était Léna Granvaux qui le faisait, qui était préposée à ce rôle-là. Sauf que Léna Granvaux s'est blessée et que lors du dernier match de poule contre l'Espagne, on a vu plusieurs configurations. On a même vu Pauletta Fopa venir se sortir de son poste de pivot et venir tester le poste d'arrière droite. Sachant qu'avant d'être pivot, Loretta Fopa était arrière droite droitière. Donc là, c'était une combinaison. On a vu aussi également d'autres situations. On a vu faire entrer Grazadi, enfin on peut faire voir Grazadi partir sur la droite aussi également. Tamara Horacek partir sur la droite et laisser une autre joueuse au milieu, si c'est Estelle Zeminko ou Orlan Canor. Il y a des possibilités. Je ne pense pas que ça fasse peur aux arrières, aux joueuses de la base arrière de pouvoir remplacer, d'être la deuxième arrière droite à ce niveau-là. Là, c'est pour te dire, je vais aller chercher la petite bête pour trouver une raison peut-être pour l'Allemagne de venir nous titiller lorsque Laura Flip ne sera plus sur le terrain. Est-ce qu'on peut aller grappiller peut-être des situations défensives pour aller monter à chaque fois, aller chercher la joueuse qui se trouve du côté gauche de la défense allemande. C'est pour te dire à quel point cette équipe de France, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas... voilà, il n'y a quasiment rien à lui reprocher, tellement elle exécute, elle récite parfaitement bien son jeu. Donc voilà, donc c'est juste la question à se poser. Lorsque Laura Flip sera fatiguée au bout de 10-12 minutes, notamment en première mi-temps par exemple, et qu'elle reviendra au bout de 20-21 minutes pour terminer, qui va la remplacer à ce moment-là? Donc dans la gestion notamment de la rotation. Donc c'est là-dessus que je peux voir. C'est la seule situation en attaque que je trouve où c'est un petit peu en déséquilibre. Je voudrais aussi parler également de Pauletta Fopa qui est juste essentiel pour la tenue et pour la rigueur, pas seulement en défense mais en attaque. Je veux dire, c'est juste une des meilleures pivots à ce poste au monde, Pauletta Fopa, dans son jeu sans ballon. Je t'invite à la regarder plutôt que de te focaliser sur comment ça se passe dans le, quand la balle circule sur la base arrière, à voir les déplacements de Pauletta Fopa et la précision de ses déplacements et la manière dont elle suit le tempo, le rythme, qui fait que voilà, c'est juste une des pivots qui anticipe tout, qui voit tout en même temps, dans son poste très avancé, au cœur de la défense adverse, mais qui en même temps impose et physiquement vraiment prend énormément de place. Elle est toujours bien placée, pourtant elle n'est pas si grande que ça, mais elle est toujours bien placée avec des appuis et un centre de gravité avec lequel elle arrive à jouer. Franchement, Pauletta Fopa, on va dire là au sommet de son art, comme on dit en NBA, elle est dans son prime. C'est exceptionnel de l'avoir joué à ce niveau-là. Franchement, Pauletta, là aussi pareil, j'ai pas beaucoup de questions, si ce n'est, ce serait la question pour l'équipe allemande, comment faire déjouer Pauletta pour elle. Est-ce que les équipes allemandes ont les arguments pour la faire déjouer, vu que les Allemandes se sont pris quelques roustes en défense au premier tour, et qu'elles restent sur cette dynamique-là, ça va être difficile pour elles d'aller la contrer.
L'experte de défi maintenant, dans cette séquence, je te parle d'une joueuse sur laquelle je vais me concentrer, qui sera un petit peu le facteur X de cette équipe de France, notamment pour ce quart de finale. Et j'aurais pu choisir Coralie Lasource, j'aurais pu choisir Orlane Canor, mais je voulais me concentrer sur le jeu sur le grand espace et Chloé Valentini. Je voulais savoir, sachant que là, il va y avoir de la place, compte tenu de la lourdeur défensive des Allemandes, j'aimerais même prendre un pari. Combien de buts Chloé Valentini va-t-elle marquer au cours de cette rencontre contre l'Allemagne? Parce que voilà, pour avoir vu l'Allemagne jouer à quelques reprises, il y a moyen de les prendre à défaut en contre-attaque. Et sachant que c'est un des secteurs de jeu où on est très très fort en équipe de France, soit des longues relances de la part des gardiennes sur Chloé, ou soit la limite des montées étagées de cette façon-là, mais avec Chloé Valentini toujours à la conclusion parce que c'est elle qui court le plus vite dans l'équipe, donc c'est elle qui peut se retrouver en position le plus rapidement. Donc là, pour le coup, j'ai très envie de voir Chloé Valentini à l'œuvre et je la vois bien scorer au moins 3 ou 4 buts dans cette position-là. Au-delà de son poste d'ailière, mais en montée de balle et à la conclusion. Je la vois bien faire ça. Très sincèrement, Chloé Valentini, ce sera mon facteur X. Si Chloé Valentini score 4 buts sur montée de balle, à la conclusion sur montée de balle, soit directement de la passe du gardien, de la gardienne, soit en montée étagée à plusieurs, et pour arriver qu'elle soit au bout de la chaîne, et ben on peut dire que l'équipe de France, c'est bon, ça va gagner, ça va passer sans trop de problèmes en demi-finale. Et donc je me oriente vers le futur maintenant en disant que en pronostic, je vois l'équipe de France l'emporter minimum de 4 buts d'avance sur l'Allemagne, avec énormément de dynamisme, énormément d'assurance, énormément d'esprit collectif. C'est une équipe qui joue ensemble, les filles jouent l'une pour l'autre, et c'est surtout au-delà de ça, c'est que tout le monde est à sa place et chacun connaît son rôle. Et c'est ça qui est cool, c'est ça qui est vraiment cool à voir et à observer. Donc je te rappelle l'horaire. C'est un peu bizarre comme horaire, mais c'est à cause des droits TV. Au niveau des Jeux Olympiques, malheureusement, on ne peut que s'y plier. C'est à 13h30 ce mardi, devant 28 000 personnes à Lille. C'est impressionnant à voir jouer. Là, sachant que le gagnant de cette rencontre jouera contre le gagnant du quart de finale qui aura lieu demain à 9h30 du matin, Pays-Bas-Danemark. Et ça, pour le coup, ça va être... Qu'est-ce que je raconte? C'est pas Pays-Bas-Danemark? Mais non, c'est dans Pays-Bas-Danemark, c'est le gagnant de l'autre demi-finale, l'autre quart de finale de la Norvège en fait. Non, c'est vrai qu'on joue contre le troisième de notre poule. Le troisième de notre poule, c'était la Hongrie, effectivement. Donc ce sera Suède-Hongrie en demi-finale. Donc il va falloir surveiller ça très très fort. Et en tout cas, on va vibrer pour cette équipe de France féminine qui nous a fait énormément plaisir, nous a apporté énormément de satisfaction. On aura l'occasion de faire notamment un débrief. En espérant que cette preview t'a plu, je t'invite à la partager, à la liker, à commenter, à réagir avec moi si toutefois tu es pour la victoire de l'équipe de France. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Il y a une autre preview que je m'apprête à tourner dans quelques instants, mais tu la verras un petit peu plus tard. En attendant, prends soin de toi et allez les Bleus!